Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Gentech. Gentech sur Watch TV, tous les jeudis 22h, 23h, vous le savez, c'est le grand rendez-vous de l'actu high-tech. Salut Pierrick. Salut Benjamin, mais tous les mardis, parce que le jeudi, moi je suis pas là. J'ai dit jeudi ? Oui, t'as dit jeudi. Ah, parce que je me projette déjà jeudi. Voilà. Le jeudi, il y a une autre émission. Ben voilà, mais t'es tous Watch. les mardis, 22h, Voilà. 23h, Benjamin. Alors on va dire mardi. Merci pour cette première rectification. Une émission passionnante. En perspective ce soir, Gentech, vous le savez, c'est donc le mardi, une émission d'infos, mais aussi une émission de rencontres. Et ce soir, nos deux invités qui ne se connaissaient pas jusqu'à ce soir risquent d'avoir beaucoup de choses à se dire et à nous dire. Pierrick, notre premier invité, on aurait presque envie de lui dire bip bip. Mais c'est d'un coyote dont il s'agit. Ouais, un coyote qui n'a pas fini de courir, effectivement. Mais là, on ne parle bien sûr pas de l'animal qu'on voyait dans le dessin animé qu'on aimait tous petits, mais bien sûr de la société qui s'est fait vraiment un nom dans le domaine en tant qu'anti-radar. On avait le droit à l'époque de le dire. Alors depuis la polémique dont tout le monde se souvient, effectivement, ça n'est plus qu'un avertisseur de danger. Mais on va voir avec notre invité qu'effectivement que c'est bien plus que cela. Et vous êtes, Didier Quillot, président de Coyote depuis juillet 2012. Et alors, vous nous disiez un truc absolument hallucinant. Bonsoir, Didier. C'est que quand on plaisantait, nous, avec Bip Bip et le Coyote, mais ça vient de là ? Exactement, le fondateur de Coyote, Benjamin, Fabien Pierlot. Donc, je suis ému parce que de vous revoir là, les anciens camarades d'Europe 1. Donc, Fabien, le fondateur de Coyote, a créé cette boîte en 2006 et effectivement, il était un amoureux du dessin animé Roadrunner et donc du Coyote et puis du son Bip Bip, et donc donc ça lui a beaucoup plu. C'est une marque formidable, Coyote, ça se dit dans toutes les langues, en français, en anglais, en espagnol, en allemand, ça se dit de la même façon dans tous les pays d'Europe de l'Ouest où on essaye de s'implanter. C'est une marque que les Français adorent. Il y a 75% des Français qui connaissent cette marque, alors qu'on est une petite entreprise, qu'on investit peu. Ouais. 75% de notoriété. Et un succès supersonique, là aussi, on en revient à la vitesse. Les chiffres aujourd'hui de Coyote, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, Coyote, c'est 2 400 000 utilisateurs du service, essentiellement en France et en Belgique. Nous avons 600 000 utilisateurs qui l'utilisent à travers un boîtier spécifique. Enfin, j'imagine qu'on va revenir là-dessus plus tard. Et puis, le reste, donc, des utilisateurs sont sur un smartphone. Donc, qu'ils soient iOS, Apple ou Android ou bientôt Windows Phone. Et on a démarré avec les constructeurs, Peugeot d'une part et Renault d'autre part, depuis 6 mois. Ce qu'on appelle Embedded Cars Service, c'est-à-dire embarqué en première monte. Et donc, le service Coyote, sur lequel on va aussi revenir, j'imagine, est distribué multiplateforme. Ah oui, cela c'est juste un apéritif. Là, et utilisé par près de 2,5 millions de personnes. C'est une boîte en croissance, c'est une boîte profitable, c'est une boîte avec une moyenne d'âge de 30 ans. C'est une très belle start-up qui est en train de grandir. On est déjà trop vieux pour y aller, Pierrick. C'est trop dur. Enfin, surtout toi. Merci. En tout cas, merci beaucoup Didier Quillot d'être avec nous en ce mardi soir donc sur Watch TV. Je rappelle qu'on est en direct et vous qui nous regardez, vous pouvez poser vos questions via Twitter à Didier Quillot et à notre deuxième invité qu'on vous présente dans un instant. Nous les répercuterons évidemment en direct. Je vous rappelle donc le hashtag qui a changé parce que voilà, il y avait un peu embouteillage. Ça aurait pu être sur un Coyote d'ailleurs, cet embouteillage. Donc le hashtag, vous le voyez, est devenu Gentech TV. Comme ça, voilà, on sera sûr d'avoir vos messages. N'hésitez pas, vous avez 1 heure pour les envoyer. Didier Quillot, on va quand même rappeler d'où vous venez. Vous avez été PDG d'Orange, membre du comité exécutif du groupe France Télécom, responsable de l'activité mobile et de la direction commerciale en France. Alors on est évidemment impatient d'avoir votre regard sur l'actualité brûlante de ces derniers jours. On va en parler dans un instant. Et puis vous avez aussi été pendant 5 ans président du directoire de Lagardère Active. En clair, vous étiez le grand patron de Match, du JDD, de Elle et d'Europe 1, où nous étions tous les deux avec Pierrick à l'époque. Et donc, très bon souvenir, n'est-ce pas, Benjamin ? On a un peu de notre histoire en commun. Alors, ça nous fait bizarre aussi de vous accueillir ce soir, mais voilà, on est content aussi que vous marquiez de votre passage. C'était à l'époque où Europe 1 était en train d'engager sa transformation digitale. Et où le podcast démarrait à peine. Enfin, moi, j'ai en effet dirigé les médias de Lagardère entre 2006 et 2012. Et effectivement, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous. J'ai de très bons souvenirs
du boulot que vous avez fait chez Europe. Mais enfin bon, on va pas parler d'Europe. C'est de la vieille histoire aujourd'hui. C'est une très belle maison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, vous avez été dans le groupe Lagardère au moment de ce virage stratégique. Et puis, donc, vous avez aussi assisté de près à l'évolution de la presse, ce qui nous fait un point commun vraiment parfait avec notre deuxième invité, Pierrick. Oui, tout à fait. Alors, je viens de jeter la mauvaise feuille. Ça y est, c'est du direct, ça commence bien. Voilà, c'est un confrère journaliste et aujourd'hui éditeur d'un magazine sur tablette, et notamment alors sur iPad, mais pas seulement, mais pas que, je crois. Bonsoir, Marc Fanelisla. Bonsoir Watch TV. Voilà, merci de me recevoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ce magazine, vous allez nous en parler, il s'appelle Lords, je le prononce bien. C'est ça. Et vous préparez la sortie du numéro 2. Alors, c'est un magazine numérique masculin. Qu'est-ce à dire ? En fait, c'est... moi je viens de la presse écrite. J'étais rédacteur en chef d'un magazine sur Apple qui s'appelle iLive. Et je voulais, je crois fermement au magazine tablette, en fait, à ce format-là, parce que je pense qu'on peut faire des choses incroyables avec une tablette. Revenir au vrai journalisme. Ce que j'appelle le vrai journalisme, c'est d'aller prospecter, d'aller interviewer, d'aller filmer, d'aller photographier, et puis de reproduire tout ça sous forme de reportage vidéo, photo, sur une tablette. Je trouve que la tablette est vraiment faite pour ce type de contenu, et donc là je propose avec Lords, donc LORDZ, c'est voilà, parce que j'ai fait un magazine pour les nouveaux lords. En fait, les nouveaux lords aujourd'hui, je pense que ce sont des gens qui ont du matériel connecté, et la génération Z dans laquelle on est aujourd'hui, la génération des digital natives, et bien voilà, j'ai adapté ça avec ce terme-là. C'est plus la génération Y. La Y, oui, moi je viens plus de la génération un peu d'avant aussi, mais les Z, c'est ceux d'aujourd'hui, voilà, c'est ceux qui sont nés après 87. Il va falloir trouver de nouvelles lettres bientôt. Ah oui, il n'y en a plus, là, il y en a plus, c'est ceux du nouveau millénaire, voilà. Moi qui suis de la génération D, je me souviens surtout des Lords of the New Church, Benjamin, que tu t'écoutais aussi quand tu avais les cheveux longs et noirs. Voilà, noir non, mais long, oui, ça a dû m'arriver. Un peu plus sérieusement, Didier Quillot, un magazine 100% numérique sur tablette aujourd'hui, est-ce que pour vous ça a un sens économiquement ? Est-ce que le marché est mûr pour ça ? D'abord, je pense que les outils sont là, les tablettes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, une tablette, ça doit valoir 200 €, c'est ça, à peu près ? Oui, il y en a même moi, moins cher. Moi, je ne suis pas génération ni Y ni Z. Moi, je suis la génération A, sans doute. C'est bien, c'est bien. Mais je me souviens quand j'étais patron de Lagardère et qu'on avait lancé le premier e-magazine sur Match, sur tablette, c'était en 2007 ou 2008, donc au tout début, au premier iPad d'Apple. Et on a vu beaucoup de mal parce qu'Apple en vendait peu à l'époque. J'imagine que maintenant, il doit s'en vendre plusieurs millions par an en France. Donc, les plateformes technologiques existent. Le contenu, il existe parce que je pense qu'un journaliste, il est bon, que ce soit sur le print ou sur le web, ou sur une tablette, quoique l'écriture digitale n'est pas tout à fait la même que l'écriture print. Est-ce que pour autant il y a un modèle économique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le magazine de marque est payant. Je ne sais pas s'il y a de la publicité. Enfin, les coûts sont moindres. C'est évident que sur le digital, les coûts sont moindres, y compris les coûts rédactionnels. Ceci étant, il faut quand même, pour faire vivre une entreprise, des revenus. Donc, mais il faut des annonceurs, et puis il faut, bien sûr, on est à un prix payant, mais il se justifie parce que ça n'est pas du contenu comme un site internet, justement, qui serait mis sous forme de tablette pour le vendre au format tablette. C'est vraiment du reportage vidéo, documentaire et photo. Moi, dans votre cas, c'est pas un PDF amélioré. Non, mais voilà. Alors, il faut savoir quand même qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les magazines sur tablette, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart, c'est des PDF qui sont mis sur mais j'ai rien contre le format PDF qui est très bon. Moi non plus. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que ce soit nativement conçu, rédigé, éditorialisé pour la tablette et pas du tout du PDF. Moi, je suis sur des reportages vidéo et photos pour la plupart. Voilà. Et on va alors, ceci étant, pardonnez-moi. On va en reparler, Didier. Ceci étant, non, je le dis après, je vais l'avoir oublié. Donc, Newsweek, qui avait arrêté tout le print il y a un an, est revenu sur le print. Alors, je ne sais pas si c'est avec quelle périodicité par rapport à avant, mais donc les allers-retours entre pure player digital versus bimédia digital print sont pas terminés. Voilà. On a encore quelques surprises devant nous apparemment. On en reparlera évidemment tout à l'heure avec vous, Marc, et puis votre regard, Didier, nous intéresse aussi sur ce sujet.
Pierrick, dans cette émission qui dure donc jusqu'à 23h en direct, GenTech avec le hashtag GenTech TV, on va aussi parler jeux vidéo tout à l'heure. Bah oui, un petit peu quand même, parce que là pour l'instant on est parti dans une discussion passionnante certes, mais très sérieuse. Alors moi je vais vous inviter à aller botter les fesses des extraterrestres, d'ailleurs ça va être rigolo. Formidable. Voilà pour cette longue introduction. Dans quelques instants, Coyote, donc l'histoire d'un succès, mais aussi les projets avec Didier Quillot. Le hashtag, vous le connaissez. Voilà, on se retrouve dans un instant pour les infos qui font beaucoup de bruit en ce mardi soir. À tout de suite. Voilà, on en parle comme chaque semaine en début d'émission dans GenTech. Petit tour de vigie sur la planète high-tech avec les gros sujets du moment. Et on commence évidemment par ce tweet clash entre Xavier Niel et Arnaud Montebourg. Alors, petit résumé de la situation. Une semaine après avoir annoncé Alors on va attendre un peu parce que je vais y venir à ce tweet. Une semaine après avoir annoncé la 4G pour le même prix avec un fair use colossal de 20 gigas, Free a annoncé ce matin que les forfaits à 2 € ont désormais eux aussi accès à la 4G. Et alors quand je dis 2 €, enfin c'est même 0 € puisque les abonnés Freebox, ce forfait, ils ne le payent pas. Ce forfait, donc tout petit, 0 ou 2 €, inclut 50 mégas de données. Alors, attention, c'est pas beaucoup. On sait qu'en 4G, on consomme vite et chaque méga supplémentaire sera facturé 5 centimes d'euros. Donc, gare aux mauvaises surprises, entre parenthèses, sur la facture. Le gros de l'histoire, c'est que ça a été le deuxième effet qui se coule puisque la nouvelle a été annoncée ce matin par Xavier Niel dans un tweet qui était adressé à Arnaud Montebourg. Il était 8h53 ce matin. Alors, regardez ce tweet que vous avez déjà aperçu. Il est donc signé de Xavier Niel. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire le vocabulaire Twitter, donc @Montebourg, c'est pour que le ministre le reçoive sur son compte Twitter. Et le message, vous le voyez, toujours plus pour le pouvoir d'achat, la 4G pour 2 € grâce à Free Mobile. Voilà, ça c'était ce matin. Le tweet a visiblement été assez mal pris du côté de Bercy. La réaction d'Arnaud Montebourg est tombée juste avant 15h et toujours sur Twitter. Alors, deuxième tweet de la journée, on va le découvrir ensemble. Voilà, donc adressé directement à Xavier75, qui est le compte Twitter de Xavier Niel. Et vous voyez le contenu du tweet, toujours plus de destruction d'emplois dans les télécoms grâce aux excès low cost de Free Mobile et une grise mine en guise de smiley. Voilà, ça c'était le chapitre 2. Chapitre 3 maintenant, il s'écoule 15 minutes de plus et c'est Xavier Niel qui répond à Arnaud Montebourg. Télécom, 124 000 emplois directs en 2009, 129 000 en 2012, plus 5 000 emplois créés grâce à Free Mobile. Et votre bilan, monsieur le ministre? Il a carrément triplé son nombre de tweets, Xavier Niel, parce qu'il ne tweete pas souvent, mais là quand il tweete, ça y va. Voilà, c'est ça. Quand il tweete, généralement, ça fait du bruit. Didier Quillot, alors vous avez été le patron d'Orange, j'imagine que toute cette actualité, elle vous intéresse. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, tout ce pataquès autour de Free et notamment de la 4G en ce moment? Moi, j'ai envie d'être très sérieux là. J'ai envie d'être très sérieux parce que d'abord, je pense que Free fait un coup. Bon, Xavier Niel, il n'a pas de réseau. Donc je pense que comme l'a dit Fleur Pellerin, fort justement, la semaine dernière, et Benoît Hamon, qui ont dit ensemble qu'il fallait mettre en garde le consommateur contre des fausses promesses. Donc aujourd'hui, la 4G chez Free n'existe pas. Il y a, je crois, une centaine d'antennes, ou peut-être quelques centaines d'antennes. Et donc, de toute façon, la promesse qui est faite là est une promesse. Ils sont à 800. Versus plusieurs milliers chez Bouygues Télécom. 5400 chez Bouygues Télécom. Quelques milliers chez Orange et un peu moins chez SFR, dans mon souvenir. Bon. Ça veut dire quoi, ça ? Non, mais ça veut dire que c'est un coût commercial pour faire patienter et juste, pardonnez-moi, pour emmerder ses concurrents. Donc, c'est un coût commercial réussi, puisque, en effet, donc, les consommateurs vont dire je vais chez Free, quand ils vont comprendre, parce que j'espère tout de même qu'au call center de Free ou bien dans les endroits où sur le web, donc on va expliquer, j'espère que les cartes de couverture de la 4G seront faites de manière honnête et qu'on va expliquer à quel point la 4G n'est pas encore disponible chez Free. Donc, mais ça, ce sera fait après Noël, vous voyez un peu les dégâts. Non, parce que le réseau Free en 4G n'est pas déployé. Donc, sauf s'il y a un accord d'itinérance. D'ailleurs, Xavier Niel a demandé à faire partie de l'accord de mutualisation du RAN sharing, donc du réseau. Mais le temps qu'on ait cette carte.
mais non, mais le temps qu'on ait cette carte aujourd'hui, c'est clair. Donc les gens vont dire j'attends. Et en disant j'attends, ils ne vont pas aller s'équiper chez Bouygues Télécom, chez SFR ou chez Orange. Donc je pense que Xavier, que je connais bien par ailleurs, a fait un coup, donc, qui est un très bon coup. Ceci étant, Arnaud Montebourg n'a pas tort. Parce que le marché des télécoms en France est le marché le plus compétitif. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment 5000 emplois qui ont été créés. Je ne sais pas si le solde net des emplois est positif, comme c'est présenté dans le tweet que vous montriez tout à l'heure. C'est l'argument que Xavier Niel avait déjà sorti dans le complément d'enquête il y a 3 semaines. Moi, je suis pas assez affûté sur le sujet maintenant. J'ai quitté les télécoms il y a quelques années pour voir si véritablement le solde net des emplois est positif ou négatif. Ceci étant, en termes de destruction de valeur, là je raisonne comme un patron donc, qui a géré un compte de résultat d'une boîte, en tant que destruction de valeur, la baisse des prix massive suite au lancement de Free en 2012, puis maintenant avec la promesse de la 4G au prix de la 3G, va détruire des milliards d'euros de valeur. Ouais. Et pourtant, alors, pardonnez-moi Vincent, si Benjamin. Ça n'a pas, Benjamin, le si mardi, ça n'a pas d'impact, uniquement. Si ça n'a pas d'impact sur l'emploi, ce dont je doute, ça a certainement un impact sur la capacité d'investissement des autres opérateurs pour déployer la fibre, le câblage des immeubles, et ensuite la 5G dont on commence déjà à parler. Et donc de toute façon, alors après on peut en effet dire qu'un opérateur s'est pas fait pour gagner 30 ou 35% de marge, comme c'était le cas il y a quelques années. Ceci étant, il y a quand même une équation complexe dans laquelle il y a plusieurs variables, y compris les actionnaires des opérateurs qui veulent revoir leur money back, comme on dit en anglais. Et donc les opérateurs, s'ils doivent remonter des dividendes à leurs actionnaires, baisser les prix, ils pourront plus investir. Ouais. Donc à terme, c'est la capacité d'innovation de notre pays qui va diminuer. Donc je pense que c'est pas bien, mais je pense surtout que la promesse qui est faite là, elle est commercialement questionnable entre guillemets, et j'espère que les consommateurs ne se tromperont pas. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que Free, pour faire ce coup, est-ce que Free ment au public, au grand public? Non, parce que j'imagine. Est-ce que Free vend une boîte vide, enfin? Non, parce que j'imagine qu'il y a un astérisque qui précise le 4G de Free. J'espère. J'ai pas sincèrement regardé précisément comment commercialement c'est présenté. J'imagine que c'est fait avec toutes les précautions juridiques et tous les astérisques qui vont bien dans la communication commerciale. Mais c'est un très beau coup. C'est un très beau coup. On va quand même rappeler que les relations entre Arnaud Montebourg et Xavier Niel n'ont pas toujours été mauvaise, puisque souvenez-vous, quand Free est arrivé sur le marché, souvenez-vous de ce tweet d'Arnaud Montebourg. Alors, on va le voir, normalement. Voilà. Xavier Niel vient de faire avec son nouveau forfait illimité plus pour le pouvoir d'achat des Français que Nicolas Sarkozy en 5 ans. Vous le voyez, c'était le 10 janvier 2012. Bon, il n'était pas encore au gouvernement, donc... Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais surtout, il n'avait pas les mêmes responsabilités au gouvernement. C'est-à-dire qu'à l'époque, il était effectivement du côté des consommateurs. Aujourd'hui, il est côté de l'industrie, il est le ministre de l'Industrie, et du côté des entreprises. Et donc, il a... mais vous avez raison de pointer ce tweet qui montre qu'on peut avoir une opinion à géométrie variable en fonction des responsabilités qu'on occupe. Alors, quand même, il y a eu donc l'annonce de Free il y a une semaine. Il y a effectivement eu cette deuxième annonce ce matin. Il y a aussi eu la réaction de Bouygues Télécom, puisque Bouygues Télécom a réagi hier. Alors, en annonçant l'extension de la 4G à toute sa gamme de forfaits sans surcoût, Bouygues qui annonce couvrir désormais 63% de la population. Il y a quelques heures, Olivier Roussat, le DG de Bouygues Télécom, à qui en gros on disait qu'il lui répondait à Free. Olivier Roussat expliquait que c'est pas en une semaine qu'on change une politique tarifaire complète. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'un opérateur comme ça sur une annonce de Free a la capacité de... Franchement, si Olivier Roussat est honnête, je pense qu'il ne dira pas qu'il avait prévu de mettre la 4G au prix de la 3G dès le 10 décembre aujourd'hui. Ceci étant, donc bien sûr qu'il le fait en réaction. Ceci étant, aujourd'hui, objectivement, le meilleur rapport qualité-prix 4G en France, c'est Bouygues Télécom. Puisque c'est effectivement l'offre la plus dense en matière de couverture et à la fois la moins chère. La plus dense, on va rappeler qu'il y a une question de fréquence et que... Ils ont moins de clients aussi. Donc Bouygues est le seul à avoir la fréquence de l'iPhone 5. La fréquence de 2600 MHz.
Donc ils l'ont obtenu par l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des télécoms. Donc là, je pense que, même si je crois qu'il y a des instructions en cours, parce qu'il me semble qu'Orange et SFR ont pas porté plainte, mais je crois qu'on a tenté une action sur l'attribution de cette bande de fréquence à Bouygues Télécom. Ceci étant, ils ont cette bande de fréquence, ils déploient la 4G dans celle-ci. Ça leur a permis de faire le switch immédiat sur 60% de la population. Et donc aujourd'hui, c'est la meilleure offre. Et donc c'est l'ancien patron d'Orange qui parle. Donc ceci étant, c'est bien la meilleure offre du marché. Voilà. L'ancien patron d'Orange dit que la meilleure offre du marché, 4G, c'est Bouygues Télécom. Absolument. Voilà, je pense qu'ils seront sensibles à ce compliment. Pierrick. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'ils ont aussi moins de clients aujourd'hui. Ouais. Donc forcément un réseau un petit peu moins saturé peut-être à certains moments de la journée, ce qui explique que même en 3G, Bouygues Télécom passe plutôt bien et plutôt mieux que certains de leurs concurrents très fournis en clients. Donc ça aussi, ça fait partie des choses peut-être à regarder quand on cherche à changer d'opérateur. Voilà pour ce gros morceau d'actu consacré à la 4G, à Free, à ce clash entre Arnaud Montebourg et Xavier Niel qu'on va suivre évidemment sur Watch. Trois autres infos qui ont marqué cette journée. D'abord une acquisition du côté de Dailymotion. Elle a été annoncée aujourd'hui, elle concerne Gillion, un spécialiste de la vidéo sur Internet. Dailymotion aurait surtout été intéressé par une technologie modulaire baptisée Sublime Video qui devrait bientôt être intégrée. Elle permet notamment aux utilisateurs de personnaliser le player vidéo sur leur propre site. Pas d'infos sur le montant de cette acquisition sur lequel Dailymotion n'a pas communiqué. Pierrick, tu connais Leapmotion ? Oui, ça me parle. Tu sais ce que c'est ? Oui, c'est un système effectivement où on peut guider là aussi une console avec les mains. Voilà, et il y a un certain nombre de jeux qui commencent à se développer sur ce principe-là. Voilà, c'est un boîtier qui capture les mouvements. On va voir quelques images pour vous donner une idée. C'est un pavé tactile en quelque sorte qu'on branche pour l'instant sur un port USB, donc qui est une sorte de fil à la patte. Qui n'existe donc pour l'instant qu'en version autonome, mais qui pourrait intégrer des tablettes dans la deuxième moitié de 2014. Alors on sait que HP et Asus sont très intéressés, vous voyez, il n'y a pas de contact, on passe juste la main. Asus HP est très intéressé par la technologie qui reste perfectible. Ceux qui l'ont essayé ne sont pas totalement convaincus. Alors on parle aussi d'applications dans les smartphones, les écrans plats et même aussi les voitures. Didier Quillot, ça vous parle ça, type de technologie ? Donc aujourd'hui on est en train de... tous les constructeurs automobiles sont en train de travailler sur la voiture connectée. Apple et Google aussi. Donc effectivement aujourd'hui je pense que à terme, d'ailleurs je crois que c'est Eddie Q qui doit être le patron de l'Apple Store qui a dit iTunes, c'est tous les logiciels, effectivement. Qui a dit notre vision à terme c'est que le véhicule deviendra un ustensile de l'iPhone. Donc, et pas le contraire. Voilà. Donc en effet oui, donc on est en train d'assister à la smartphonisation des tableaux de bord. Je pense que ça prendra beaucoup de temps. Enfin il y a une technologie qui s'appelle MirrorLink qui a été développée par certains constructeurs avec Google qui consiste à interfacer le tableau de bord avec un smartphone et à transporter sur le tableau de bord l'ensemble des applications que j'ai sur mon smartphone. C'est aujourd'hui en phase expérimentale, aux États-Unis en particulier, mais c'est le sens de l'histoire. Ouais. Vivement les voitures sans pilote, donc pour qu'on puisse s'amuser, effectivement. Vous savez certainement que Google a fait une expérience aux États-Unis. Nissan également. Très récemment, je crois, dans la Google Car, dans lequel pendant plusieurs heures, me semble-t-il, une voiture a conduit sans pilote. Voilà, avec un conducteur aveugle, si je me souviens bien. Sans pilote. Sans pilote, oui. Il touchait pas le volant. Nissan également. C'est à lire dans les Échos d'ailleurs. Si vous récupérez les Échos d'aujourd'hui, vous pouvez lire effectivement un grand papier sur ce thème des voitures sans pilote. Et puis dernière info, elle concerne la famille Nexus justement chez Google. Après les Nexus 4, 5, 7 et 10, préparez-vous à voir débarquer la Nexus 8, une tablette qui serait une variante de la G-Pad 8.3 signée LG. Voilà, l'information a fuité dans ce tweet et la Nexus 8 donc serait une V510, vous l'avez vu, une nouvelle commande en perspective donc pour LG, apparemment très appréciée du côté de Mountain View. Voilà la bête, en tout cas en version LG. On se retrouve dans un instant dans Gentech pour parler de ce qui est vraiment aujourd'hui le quotidien de Didier Quillot. Il s'agit bien sûr de Coyote. À tout de suite.
Avec donc Didier Quillot, avec Pierrick et avec Marc Fanelis, là, l'éditeur de Lords, le magazine numérique dont on parlera dans quelques instants. Alors Didier Quillot, vous êtes arrivé chez Coyote en juillet 2012. Oui. Expliquez-nous d'abord comment on passe d'un grand groupe média à une marque proche de la start-up, on va dire, qui vend des avertisseurs de danger ou de radar, parce qu'à l'époque c'était plutôt vendu comme un anti-radar. On passe très simplement. Quand j'ai quitté la Gardère fin 2011, j'ai fait du conseil auprès de fonds d'investissement. Et parce que je voulais devenir investisseur et puis réaliser des opérations donc, d'investissement. Et au travers des missions que j'ai conduites, donc un fonds d'investissement qui est le fonds de Alessandro Benetton, qui s'appelle 21 Central Partners, m'a demandé donc de faire une mission sur Coyote qui s'est prolongée par la présidence de Coyote parce qu'il voulait effectivement, le fonds voulait faire grandir l'entreprise, la développer en France, à l'international. Et le fondateur, donc Fabien Pierlot, dont on parlait tout à l'heure, qui a encore 40% de la boîte, et le fonds d'investissement m'ont demandé de prendre la présidence. Et comme j'avais envie après 2 expériences dans 2 grands groupes, Orange d'une part et la Gardère d'autre part, j'avais envie de devenir entrepreneur. Donc je suis, comme on dit parfois pour me charrier, un jeune entrepreneur. À 54 ans, c'est pas évident. Je suis donc un jeune entrepreneur. Voilà comment on devient patron d'une start-up qui est en train de grossir. Et vous êtes arrivé à un moment où effectivement on est passé d'un produit qui était, j'ai pas envie de dire toléré, mais qui était accepté, de plus en plus utilisé, à un produit qui a commencé à devenir quasiment hors la loi. Ça a été l'objet d'une bataille intense de communication avec le gouvernement à l'époque. C'était simple d'arriver dans ce contexte ? Alors moi je suis arrivé un petit peu après ce contexte-là, puisque cette bataille dont vous parlez, elle a duré entre mai 2011 et janvier 2012, et moi je suis arrivé un peu après cette bataille-là, mais quand je suis arrivé, c'était quand même un sacré... non pas champ de ruines, mais les ventes avaient quand même significativement baissé, parce qu'il y a eu une grande incertitude, un grand brouillard, entre guillemets, autour du service Coyote, et puis de ce qui était réellement légal ou pas. Donc aujourd'hui c'est 100% légal, je peux revenir là-dessus si nécessaire, mais je suis arrivé après cette bataille-là. Alors cette bataille-là, c'est quoi ? C'est qu'en mai 2011, le gouvernement de l'époque, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant, a voulu interdire les avertisseurs de radar. Au nom de la sécurité routière ? Au nom de la sécurité routière, il s'est vite rendu compte de plusieurs choses, que d'abord c'était anticonstitutionnel, puisque le système de Coyote n'est pas un détecteur de radar à base d'ondes hertziennes, c'est un système communautaire. Donc les clients, en gros, c'est la CB 2.0, voilà, ou les appels de phare 2.0. Les gens s'informent en temps réel de ce qu'on appelle les aléas de la route, mais pas seulement les radars, les zones de danger, les ralentissements, les bouchons, les accidents, les patrouilleurs au bord d'autoroute qui rencontrent une difficulté avec un véhicule. Enfin, tous les aléas de la route sont informés et confirmé par la communauté, donc qui appuie sur un petit bouton du boîtier, ou bien qui le dit avec la reconnaissance vocale, Bluetooth, et voilà, et donc le système est traité dans un cloud qui traite l'information, la valide, et ensuite la redescend donc sur la communauté qui est dans un rayon de 10, 20 ou 30 km. Ça se fait en combien de temps ? C'est ça ? Oui. En quelques secondes. Secondes. Donc on valide l'information qui est donnée par ce qu'on appelle un éclaireur, donc qui signale la première perturbation, la première zone de danger. Donc on attend que 3 éclaireurs aient confirmé en passant devant, et ensuite on redescend l'information à l'ensemble de la communauté qui est dans la zone. Voilà, donc c'est un système communautaire. C'est du réseau social. C'est le réseau social des automobilistes. Et donc le gouvernement de l'époque s'est rendu compte que, au nom de la liberté de communiquer, c'était anticonstitutionnel d'interdire cet usage. Donc, comme le fondateur de l'époque, Fabien Pierlot, et puis les conseils qu'il a pris, que ce soit juridique ou marketing et autres, l'ont aidé à formuler une proposition auprès du gouvernement en disant vous ne pouvez pas nous interdire, donc protocolons entre guillemets un gentleman agreement dans lequel on a donc banni le mot radar de nos communications. On est passé de points fixes à zones. Et par ailleurs, on a pris des engagements, donc de nouveaux services, de nouvelles fonctions, comme la prévention de la somnolence, comme la cartographie, la navigation. Donc, le gouvernement, de son côté, a autorisé, donc avec un protocole, puis ensuite un décret de loi, en janvier 2012, juste avant que j'arrive. Et donc aujourd'hui, c'est un assistant d'aide à la conduite ou un avertisseur de zone de danger, 100% légal,
et sur lequel il n'y a plus de discussion réglementaire ni législative aujourd'hui. La somnolence, c'est vrai que c'était à l'origine de nombreux accidents, justement. C'est-à-dire qu'on vous fait bip bip quand on sent que vous avez conduit un peu trop longtemps. Comment ça se passe? On a un algorithme qui, entre plusieurs datas, depuis combien de temps je suis au volant, à quelle heure je roule, quel type de véhicule j'ai, et puis donc quelle est la direction qu'est en train de prendre mon véhicule. Et donc là, effectivement, on envoie un message donc au conducteur en lui disant êtes-vous en train de... Enfin, je ne sais plus exactement comment il formule le message. Êtes-vous en train de vous endormir? Oui, non. Et s'il répond pas, c'est qu'il dort. Oui, d'accord. Et on lui conseille de s'arrêter dans une station d'autoroute. En général, c'est quand même plutôt la situation sur une autoroute, de s'arrêter, de faire une pause. Donc on a... ça fait partie des innovations services que nous avons faites. Il y en a d'autres. On va lancer en 2014 un service avec des réservations de parking, avec de l'information sur les stations-service les plus proches, donc à quel prix est l'essence dans telle station. Donc on veut vraiment devenir un expert de la route au service du conducteur. Vous savez qu'on fait beaucoup de vulgarisation volontairement sur Watch. Alors, très clairement, c'est pas un GPS, mais le GPS est une partie essentielle du fonctionnement du Coyote. C'est un boîtier avec un GPS et une carte SIM, machine to machine, donc qui communique donc en mode machine to machine de la data, et un GPS donc qui géolocalise. Voilà, ça marche aussi simplement que cela dans un boîtier ou bien une application, comme je disais tout à l'heure, donc sur un smartphone, ou bien en première monte, donc dans un véhicule. C'est une technologie française? C'est une technologie française qui a été développée donc par deux fondateurs, Fabien Pierlot et Jean-Marc Van Letten, qui ont développé cette technologie dans les années 2005-2006. Les produits sont fabriqués en France, à Bayonne. Les call centers sont en France, donc Arnaud Montebourg peut être content de nous. Donc on est 100% français, donc aujourd'hui, pour l'ensemble de nos production. Et la version marinière sortira à Noël. Voilà, exactement. Celle-là, c'est le noir. Noir, c'est noir. Oui, ce qui est très important, ce que vous avez mentionné rapidement, Didier, c'est que chaque utilisateur joue un rôle actif, en fait, avec un Coyote. Ah, la communauté, elle est très active. Et c'est alors, vous ne m'avez pas interrogé là-dessus, mais je le précise, c'est un service qui est payant. Donc, en plus, on a inventé un modèle économique payant. Donc les gens, c'est de l'UGC payant en fait, c'est du 2.0 payant. Donc UGC, c'est pas le User Generated Content. Enfin, le contenu généré par les utilisateurs. Ils savent que ça. Ah non, mais vous savez, non, moi pour moi c'est le cinéma. Pas tous, voilà, c'est ça. Donc c'est un UGC payant et les utilisateurs sont accrochés à la marque. Ils sont vraiment des aficionados de la marque parce qu'ils payent, ils veulent une information de qualité. Parce qu'ils veulent une information de qualité, ils renseignent, ils confirment les informations qu'ils mettent. Et parce que cette information est de qualité, on peut la faire payer. Donc c'est une spirale vertueuse autour donc de la qualité, la fiabilité et entre guillemets le service payant. Ça coûte. Voilà, juste le prix. Vas-y, à toi. On avait 12 euros par mois. 12 euros par mois. Oui. Ça c'est l'abonnement. Oui. La partie abonnement pur, en ajoutant plus le prix du boîtier. Absolument. Voilà. Alors celui-là qui est le boîtier autonome qu'on a vu, qui est en train de s'éteindre. Celui-là, il vaut 149 € TTC. Voilà. Dans tous les bons points de vente. Voilà. Et on le sort de la boîte et il marche tout de suite. Oui, il a 1 mois de découverte, donc 1 mois de service gratuit. Donc il est activé tout de suite et ensuite on va s'abonner sur Internet, sur le site et on prend un abonnement de 12 mois ou de 24 mois. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui téléchargent des applications comme Waze ? Alors ce qu'on peut dire aux gens qui téléchargent des applications comme Waze, j'attendais la question. Donc Waze, c'est une application gratuite qui est une application essentiellement de navigation et de trafic. Donc Waze, le principal service qui est consommé entre guillemets chez Waze, c'est la navigation. Mon voiture, je vais aller d'un point A à un point B, ça va me prendre combien de temps et par où je passe. En gros, Waze est plutôt un concurrent de TomTom ou de Garmin que de Coyote, puisque la fonction avertisseur de zone de danger n'est pas la première fonction de Waze. C'est le premier point. Donc on n'est pas complètement concurrent, on est concurrent à la marge. Deuxièmement, le modèle de Waze, c'est un modèle entièrement gratuit, donc avec par définition ce qui est gratuit est moins fiable, c'est comme ça, parce que les gens sont moins addicts, moins attachés à la qualité du service, et donc les gens sont plutôt récepteurs, enfin ils prennent plus qu'ils ne donnent. Donc sur Waze. Troisième chose que je peux dire, au risque d'être désagréable avec Waze et Google qui a racheté Waze au mois de juin, c'est que Waze ne respecte pas la loi française puisqu'ils indiquent des points fixes
au lieu d'indiquer des zones, et que j'espère bien Vous, que... c'est une zone de 2 km. Hein. De 4 km sur autoroute et 1 km sur des routes nationales. Transmis à Manuel Valls, donc j'ai transmis à Manuel Valls et au futur délégué interministériel à la sécurité routière, celui qui va remplacer Frédéric Pechnard, qui vient de changer, entre guillemets, d'orientation, puisqu'il va faire de la politique maintenant. Donc, dépêchez-vous, entre guillemets, de convoquer Waze et Google, parce que tant que Waze était une start-up israélienne sympathique, on pouvait considérer que c'était en effet sympathique. Maintenant que Waze est possédé par Google et ne respecte pas la loi française, je considère en tant que patron de Coyote que c'est une concurrence déloyale. Voilà. Donc soit les pouvoirs publics s'en occupent, soit je m'en occuperai moi-même. Voilà Didier Quillot. On vous retrouve, alors vous restez avec nous Didier, on vous retrouve évidemment pour reparler de Coyote avant la fin de l'émission. On se quitte quelques secondes et on revient dans le studio de Watch TV en direct avec nos invités et notamment Marc qui va nous présenter son magazine numérique masculin. À tout de suite. Voilà, vous connaissez JQ, eh bien vous allez découvrir Lords avec Marc Fanelli-Isla, journaliste et donc éditeur de ce nouveau magazine. Alors c'est un sacré défi, vous aussi, hein. Bon, Watch c'était un défi, mais Lords c'est un défi aussi. Ouais. Alors montrez-nous Lords et expliquez-nous Marc ce que vous faites. Alors, laissez bien la tablette là où elle est. Et essayez de nous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est le numéro 1 qui est sorti en juillet dernier. Il faut savoir que là, le numéro 2 arrive et donc là, c'était uniquement sur iPad. Le numéro 2 va être sur iOS, Android et en responsive, c'est-à-dire qu'il va être sur tous les supports en fait. Et sur le kiosque d'Apple. Alors, responsive, c'est une technologie qui adapte le design en fonction de la taille de l'écran. Voilà, ça va nous permettre d'être sur tous les types de formats Android et puis également sur tous les smartphones. Et bien sûr, il sera sur le kiosque d'Apple. C'est ce qui manquait à ce premier numéro là qu'on voit ici, qui était uniquement sous forme d'application, même si dans ce numéro 1 on avait une belle affiche. Il y avait Christian Digier qui était en couverture, on a fait tout un dossier avec lui. Il y avait un peu l'intérieur qu'on voit un peu. Alors bon, ça c'est. On avait là par exemple c'est la page qui présente les icônes, donc les différentes rubriques. Donc l'intérêt d'un magazine comme celui-ci, c'est qu'on peut mettre de la vidéo. Très bien la photo. Oui, je sais. Il y a des femmes qui lisent, peut-être même si c'est pour les hommes, mais bon. Alors non, je plaisante. Et donc c'est un magazine qui s'adresse aux hommes. Et là, par exemple, on a une interview sur la série Walking Dead, qui est la plus célèbre aux États-Unis. Donc, vous voyez, on peut naviguer parmi les photos. Vous avez de la vidéo quand on a une connexion. Charmant couple. Oui, voilà. Ouais, et puis, donc, on a eu l'interview de l'acteur principal de cette série. Il y a plein de différentes rubriques, du sport, de la mode, du sport, voilà, du foot. On a aussi le design. Ouais. Juste pour se rendre compte de la quantité d'infos et de matière que vous mettez dans un numéro, ça représente combien de pages, combien de reportages ? C'est environ 60 pages. 60 pages. Il y a beaucoup de... Là, sur le numéro 1, il y avait moins de reportages vidéo, mais maintenant, à partir du numéro 2, j'axais vraiment le contenu sur du reportage vidéo et photo, parce que je pense que c'est là que nous, on fait la différence. C'est-à-dire que des magazines masculins, il y en a plein. Des magazines qui sont sur tablette, c'est-à-dire même des GQ, des Lui, on n'a pas le pouvoir de ces magazines-là au niveau promotion. Et eux, en fait, ce qu'ils font sur tablette, c'est qu'ils mettent leur PDF en fait sur la tablette. Ils déclinent, c'est très bien. Ils mettent, c'est d'ailleurs ce GQ est très bien adapté, sauf qu'il n'y a pas énormément de vidéos, de reportages vidéo. A une bonne vanne, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est important les images hein, dans Louis par exemple, dans GQ, forcément c'est mais la qualité des textes surtout. Ça te souvient Benjamin, c'est ce qu'on disait à nos mamans quand on était jeunes et qu'on se faisait choper. Ça, je ne dirai rien là-dessus, mais en tout cas, nous on fait beaucoup de. Voilà, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de reportages vidéo et là par exemple pour le numéro 2 je suis parti à Miami pendant un mois et donc il y a un pour le travail bien sûr toujours. Bon, il y en a l'interview principale c'est Elite Models donc c'est toujours du travail mais donc on a fait tout un reportage sur Elite Models là-bas on a testé aussi la nouvelle Ferrari on a fait voilà pas mal de bons contenus, des sportifs aussi. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les bar stars là-bas, c'est des athlètes qui s'entraînent sur la plage et qui génèrent des millions
millions de visites sur YouTube, et donc on les a interviewés. Et à chaque fois, tout ça, c'est avec des vidéos et des photos qu'on produit nous-mêmes. Donc on n'est pas du tout un magazine, par exemple, qui serait un site internet payant. Parce qu'il y a beaucoup de magazines sur tablette qui, en fait, reprennent du contenu qu'on peut retrouver sur internet gratuitement, mais qui le mettent au format tablette et donc après le vendent. Moi, ça, je trouve que pour moi, ça aurait été du vol de faire ça. Donc là, on fait des vrais reportages, on voyage, on essaie Moi, ça me passionne en tout cas parce que c'est du vrai journalisme. J'ai l'impression de faire du vrai journalisme d'investigation, chose qui n'est pas forcément possible aujourd'hui dans la presse papier, j'ai l'impression, avec les impératifs de délai, et puis aussi de coûts. Aujourd'hui, on en voit peut-être moins, enfin vous allez peut-être le dire, j'ai un patron de digital ici de Lagardère. Est-ce qu'on envoie toujours des journalistes à l'étranger pour faire des vrais reportages, des interviews, toutes ces choses-là? Je ne sais pas si... je pense. Voilà. On en voit toujours, d'ailleurs il y en a pour qui ça tourne pas très bien. Oui, tout à fait. On pense à nos deux confrères d'Europe 1 justement, dont Didier François, qui sont toujours... depuis plus de 6 mois maintenant. Qui sont toujours otages en Syrie. Quel est le retour des annonceurs? Est-ce que vous pensez que vous allez vite arriver à un équilibre économique? Oui, en fait, d'une part, pour être très transparent, ce magazine ne me coûte pas grand-chose, si ce n'est bien faire appel à des journalistes quand j'ai besoin d'un sujet spécial, sur le foot. Si j'ai besoin d'un expert en foot, je vais prendre un expert là-dedans. Mais sinon, c'est surtout du temps, du montage vidéo. Moi, je fais du montage vidéo, je fais de la production vidéo et photo. Donc voilà. Après, j'ai des annonceurs. Donc j'ai déjà des annonceurs. C'est ça qui est intéressant. Et puis j'ai un prix qui est de 3,59 € à partir là du numéro 2, c'était 2,69 € sur le premier. Donc voilà, avec tout ça, j'arrive à m'en sortir. Et puis le but, c'est de pouvoir continuer à produire dans ce sens, faire des voyages, et puis j'espère après développer sur d'autres supports, d'autres types de magazines, toujours sur ces supports-là. Pour l'instant, je suis au début, mais c'est ce que je peux me souhaiter, en tout cas, sur l'année prochaine. Et en tout cas, voilà, là, ce qui a été plus long, ça a été de mettre, parce que le premier était que sur iPad, donc trouver la bonne solution pour qu'il soit disponible sur iOS, sur Android, sur tous les supports. C'est ça qui a mis du temps. Assez facilement. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs solutions différentes, mais on a trouvé une solution qui est plus simple et qui me permet d'avoir une régularité d'être bimestriel à partir de janvier. Donc voilà, donc maintenant, la machine est lancée. Donc à partir de janvier, tous les 2 mois, tous les 2 mois, vous me retrouvez. Et donc alors, pour trouver Lords, comment on fait? Eh bien là, il suffit on ira sur lordsmagazine.com d'une part. Il y a le nouveau site qui arrive courant janvier, donc là on peut déjà y aller pour avoir le numéro 1, qui est toujours d'actualité d'ailleurs avec tous les reportages qu'on a fait. Et donc bien sûr sur le kiosque d'Apple, on tape Lords. Et puis on a de la chance pour l'instant, c'est que sur le kiosque d'Apple, il n'y a pas non plus énormément de magazines sur le kiosque d'Apple, donc on sera forcément bien visible dès le départ, dès qu'on ouvre le kiosque d'Apple. Voilà. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de succès, Marc. Merci. J'espère que nous et Watch TV, ça sera les nouveaux supports de demain. Voilà, c'est sûr. C'est pas par hasard si on est réunis ce soir, j'en suis sûr. C'est évident. Merci beaucoup, Marc. On se retrouve dans un instant pour parler jeux vidéo avec Pierrick, et je pense qu'on va se détendre un bon coup là. Bon, Pierrick. Ouais, je vais pas te faire, tu sais, le grand test PS4, Xbox One. D'ailleurs, je te renvoie vers les excellentes émissions À quoi tu joues sur cette excellente chaîne Watch TV. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Non, Soir Benjamin, en fait, je voulais t'emmener sous terre. Alors oui, sous terre, pour parler des extraterrestres, ça peut faire un peu bizarre, mais dans les locaux de l'armée de terre en résistance contre les invasions extraterrestres. Le jeu s'appelle XCOM Enemy Within et est disponible en add-on, c'est-à-dire sur PC, il faut le jeu XCOM Enemy Unknown au départ, et puis on achète cette extension, mais elle est en version complète sur console. Voilà, on voit la vidéo. XCOM, c'est un jeu de stratégie à la tête d'une petite escouade. On se déplace au tour par tour sur le terrain pour libérer des otages, des civils, ou tout simplement exterminer des ennemis avec une bonne tête d'alien. Il y a différentes sortes d'ailleurs, plus ou moins dangereux, et dans Enemy Within, les robots font aussi leur apparition. Il faudra compter donc sur de nouveaux ennemis, y compris côté humain cette fois-ci. Oui, on est même emmerdé par les humains. Il n'y a pas seulement que c'était déjà pas de la tarte de se taper les autres pénibles, là, les extraterrestres. Alors, au fil des missions, les soldats gagnent en compétences, mais
ils sont mortels. Terrible de voir un de ces capitaines ou colonels mourir bêtement parce qu'il était mal positionné. N'oubliez pas donc de sauvegarder fréquemment. Alors dans ce jeu de stratégie, pas seulement s'agir d'aller se battre sur le terrain, il faut aussi gérer ses ressources, son argent en investissant dans des armes ou dans des nouvelles installations sous terre. Il faut entamer des recherches pour développer là aussi de nouvelles armes, pour pouvoir lancer de nouveaux satellites. Et puis il y a même maintenant un système de médailles, ça c'est important chez les militaires, on aime bien avoir des belles médailles pour récompenser aussi des soldats qui vont y gagner des nouvelles compétences. Alors au final, ce jeu de Firaxis, XCOM Enemy Within gagne en profondeur mais aussi en difficulté. Le temps tourne en fait. Chaque jour ajoute à la panique des civils aux quatre coins de la planète. Il va falloir là aussi les rassurer, sinon c'est direct le game over, c'est-à-dire que vous ne touchez plus d'argent et tout le monde a envie de changer de planète. Voilà, c'est un jeu vraiment agréable qui change des FPS avec un peu bas du front. Et pour prolonger le plaisir d'ailleurs, je vous reconseille le jeu XCOM qui est sorti également sur iPad et dont on avait parlé cet été dans À quoi tu joues, et vous pouvez retrouver l'émission en replay bien sûr. À noter que l'éditeur 2K Games a aussi sorti un FPS justement, voilà, bas du front, XCOM The Bureau, très années 60, un FPS tactique, pas trop mal fait, mais qui je trouve n'a pas vraiment la profondeur de ce jeu de stratégie. Voilà, en tout cas, t'as une drôle de tête là, Benjamin, avec ton sourire. Faudra que je te fasse un test quand même pour voir si t'es pas un alien déguisé. Franchement, pour monter une chaîne comme Watch TV, faut pas être terrien. Non, on réglera ça sur le ring, Pierrick. Voilà, c'est une bonne idée ça Benjamin, parce qu'on va rester entre costauds, si tu veux bien, avec les stars du catch. Voilà, on va voir ça aussi en vidéo, hein, des vraies stars, pas des petzouilles rigolos comme les gars de l'UFC, des gars avec de la sueur, des regards sombres et du spectacle. C'est ce que propose l'excellent WWE 2K14, édité par 2K Sports. C'est un jeu qui propose pas moins de revisiter également les années 30 du catch. Et oui, alors on va pas retrouver Lino Ventura, ex-star du catch également, mais vous allez pouvoir voir s'affronter les catcheurs de différentes époques, et ça c'est quand même classe. La jouabilité est assez simple avec des prises, des contres. Il y a aussi l'ambiance absolument formidable de ces jeux de catch, même si on est loin quand même du Madison Square Garden ou de Las Vegas. Le jeu est encore old school ou ex-next gen, c'est-à-dire que c'est plutôt sur les anciennes générations, pas sur Xbox One et PS4 pour l'instant. Mais si vous aimez l'odeur de la sueur et de la bière, ce jeu est fait pour vous et pour toi, Benjamin. Allez, on va chausser les crampons maintenant, je crois, Pierre. Bah oui, avec Football Manager 2014, maintenant qu'on est qualifié c'était pas gagné pour le Brésil, c'est le moment de réviser son 4-4-2, son 4-3-3, son 4-2-3-1, avec la référence du jeu de gestion de foot inégalé avec une base de données absolument faramineuse, toujours aussi impressionnante. Mais FM 2014 gagne encore en réalisme. Alors j'ai pas de vidéo à vous montrer parce que c'est pas très beau, même si on se retrouve avec des matchs un peu où on voit des petits bonhommes qui s'affolent sur l'écran. Voilà, mais c'est pas FIFA 14, mais le jeu gagne en réalisme avec des relations plus poussées avec les médias. Faut répondre aux questions et les bonnes questions avec des questions pénibles comme à votre avis quel est le maillon faible de votre équipe, et là vous êtes sûr qu'évidemment le gars il va vous marquer un but à la prochaine. Bref, le jeu a gagné quand même en qualité avec les rendus de match que je trouve de plus en plus agréable au fil des émissions. Allez, indispensable, toujours autant chronophage, abandonné toute vie sociale sur Mac et PC avec ce Football Manager 2014, Benjamin. Merci Pierrick, ça fait plaisir de te retrouver. Ça m'a manqué ces petites séquences. Écoute, je te referai l'imitation du parrain de ces quatre. Allez. D'accord, tu m'en feras une petite chansonnette aussi un de ces jours. Hein. Mais pas maintenant, d'accord? Parce que sinon, en régie, je vais vider la salle, sinon. Et Angélique vont partir avant la fin, ce serait dommage. Merci Pierrick. Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission avec notre invité Didier Quillot, le président de Coyote System. À tout de suite. Avec donc Didier Quillot pour Coyote. Alors, Didier, vous nous avez expliqué le fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça marche concrètement un Coyote? C'est très simple, on appuie. Alors, regardez, le mieux, c'est que vous le posiez là et que vous arriviez à le faire marcher. Voilà, je viens de l'allumer. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Voilà. Alors, très concrètement, on l'installe dans sa voiture, on démarre. On l'installe dans sa voiture, on démarre. Voilà, alcool au volant. Alors, c'est pas pour nous, parce que clairement... ensuite, le GPS cherche. Donc, alors là, je pense qu'on n'a pas beaucoup de réseau. Donc peut-être pas grand-chose. Mais donc là, vous avez sur votre Coyote, donc vous allez voir dans la vitesse à laquelle vous roulez. Est-ce qu'on peut le mettre comme ça?
Là, on ne dépasse pas les limites, ça va. La vitesse à laquelle vous roulez, la vitesse limitée sur la portion de route ou d'autoroute sur laquelle vous êtes, le nombre d'éclaireurs qui sont devant vous et la zone à l'intérieur de laquelle, le rayon, pardon, à l'intérieur duquel, donc les éclaireurs sont pas, le nombre d'éclaireurs qui sont mentionnés sont passés avant vous. Parce que vous nous disiez que chacun... Un éclaireur, c'est ce qu'on appelle un éclaireur dans notre terminologie, c'est en effet un utilisateur du service Coyote. Voilà, donc chacun joue un rôle actif et donc concrètement appuie sur son boîtier oui, donc là, en constatant un danger, hein, c'est ça. Quand le conducteur qui voit donc un aléa de la route, c'est comme ça que ce soit un danger, un trafic ralenti, une perturbation, il le signale. Donc il y a un menu déroulant qui indique donc de quel aléa de la route on parle. Il le signale et donc on lui demande de confirmer oui non. Ouais. Pour un radar, on met quoi ? On met zone de danger. Voilà. D'accord. Pareil pour le gars avec la casquette, tu sais, avec des jumelles. Ah, ouais, pareil. Zone de danger aussi. Zone de danger, absolument. Zone de danger pour un radar fixe et zone à risque pour un radar mobile. Ouais. Vous avez dit un mot de cette période de polémique et de négociation avec le gouvernement. Ça a quand même été très très chaud à un moment, non ? Oui, ça a été. Je pense que Fabien Pierlot, donc une fois de plus, ça a été particulièrement courageux et malin. Capable de négocier donc avec les pouvoirs publics de l'époque, alors que c'était pas vraiment sa tasse de thé initialement. Lui, c'était un créateur d'entreprise, comme certainement nos téléspectateurs ce soir, j'espère. Et il a changé de métier très très vite. Donc en 2-3 jours, il est devenu un grand négociateur avec un gouvernement et un ministre de l'Intérieur. Donc ça a été... oui, Coyote est passé très près de la catastrophe, mais les utilisateurs, les clients se sont mobilisés. On a écrit à tous nos clients qui ont eux-mêmes écrit à leurs députés, leurs sénateurs. On a mobilisé et on a fait appel à notre communauté. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que nos clients étaient des militants de la marque. Ils étaient plus que des clients, ils étaient des militants. Alors, on va voir une vidéo alors qui date du mois de février dans laquelle vous avez un peu fêté votre succès. C'était la soirée un peu symbolique que vous avez organisée pour le 2 millionième le 2 millionième utilisateur de dans Coyote. notre boutique avenue de la Grande Armée. Voilà, et effectivement, on avait offert un abonnement à vie aux 10 premiers arrivés à partir du soir 18h. Et on a vu, je vous jure que c'est vrai, je pense qu'on va le montrer peut-être, on a vu une queue sur le trottoir, des gens étaient là depuis le matin 6h. Depuis le matin 6h, les gens faisaient la queue pour être sûrs qu'ils auraient l'abonnement gratuit. Et on leur avait pas dit que c'était un nouvel iPhone, Benjamin. Ils venaient vraiment pour... Non, mais vous ne croyez pas si bien dire. En fait, la boutique Coyote Store, qui est sur l'avenue de la Grande Armée, est une ancienne boutique Apple. Ah bah. Ouais. Absolument. Je l'ai connue, on l'a connue aussi tous les deux d'ailleurs, avec Marc. Et effectivement, cette marque, alors évidemment, nous ne sommes pas Apple, mais c'est une marque un peu iconique et une marque... Voilà, c'est une marque iconique, c'est une jolie marque avec un joli service et des clients qui sont très attachés à cette marque. Et franchement, les clients ont fait la queue de 6h du mat à 18h pour accéder à cette gratuité. D'ailleurs, vous avez même distribué les couvertures tout à parce fait, qu'il faisait froid. Enfin bon, voilà, en février. Les bonnets rouges qui sont très clients, je crois. Alors, les bonnets rouges, non. C'est eux qui sont dangereux sur la route. Il n'y avait pas encore de bonnets rouges. Et Didier Quillot, à 12 € par mois, on imagine que le Coyote est surtout fait pour des gens qui roulent beaucoup. Oui. On pense bien sûr aux VRP, aux chauffeurs de taxi. Donc on a deux catégories de clients. D'abord, nos clients, ce sont essentiellement des hommes, 95%. Homme au volant, 95% ouais, 90-95% des clients sont des hommes. Ce sont en effet des gros rouleurs, donc soit des professionnels, des taxis, des commerciaux, des VRP, donc pour qui le permis de conduire est un permis de travail. Et donc, eux, ils ont vraiment besoin d'être, entre guillemets, protégés quand ils conduisent. Ça peut aller très vite, effectivement. Ouais. Et puis ensuite, il y a ceux qui aiment bien le plaisir de conduire, donc plutôt utilisateurs de grosses voitures allemandes, qui sont aussi, qui font partie de nos clients. Mais on a une très belle clientèle de très CSP+, comme on dit en marketing, qui utilisent le service régulièrement. Les gens qui ont un Coyote, vous me posiez la question tout à l'heure sur Waze, la durée moyenne d'utilisation de l'appli Waze, c'est 12 minutes par jour. La durée moyenne du service Coyote sur un boîtier, c'est 80 minutes par jour.
Surtout si on est dans les bouchons à Paris. C'est pas la même clientèle. Voilà, c'est pas la même clientèle. Vous disiez que vous êtes passé très près de la catastrophe au moment de cette polémique. En même temps, cette polémique, elle vous a fait une pub monumentale, parce que Coyote est devenu l'emblème de ce combat, en fait. En marketing, on appelle ça le référent de la catégorie. C'est-à-dire que dans la catégorie des avertisseurs de zones de danger, nous avons des concurrents, mais les gens disent tous « je veux un Coyote ». Vous êtes le frigidaire de l'avertisseur de danger. On est devenu le référent de la catégorie. Et c'est bien. C'est quand la marque nomme à ce point la catégorie, donc ça veut vraiment dire que la marque est installée et qu'elle est référente. Quel développement pour Coyote au-delà des frontières françaises? On a des développements produits d'abord, c'est-à-dire qu'on a un produit mass market que vous avez entre les mains qui est un petit boîtier. C'est un petit boîtier qui s'appelle Oyo, mais dont on va changer le... voilà. Vous prendre donc c'est un petit boîtier qui s'appelle Oyo, mais dont on va changer le branding. Vous le remettez. Ça rappelle un truc du Club Med, ça, Oyo, non? Il n'y est pas ça? Ouais, mais c'est avec un seul Y. On va faire plus simple à partir de février. Voilà. Ça vaut aussi pour la conduite. De février, on va appeler ça Coyote à la carte. C'est plus simple et surtout, ça explique beaucoup mieux ce dont il s'agit. C'est-à-dire, c'est un système sans abonnement, sans engagement, où les clients achètent des passes. Donc un jour, un week-end, une semaine. Donc c'est pour ceux qui font un usage occasionnel. Donc ça, c'est un premier développement. C'est un tout petit écran là pour le coup. C'est un tout petit écran là. Clientèle plus féminine là, du coup. Plus féminine, plus jeune, voilà. Très bien. Très bien. Et par ailleurs, donc alors ça c'est pour, je dirais, vers le low-end, comme on dit, et vers le high-end, on va lancer un Coyote avec la navigation intégrée. Au printemps 2014, donc c'est un produit qui intégrera la fonction cartographie navigation et qui sera pour le coup vraiment un GPS intégré dans l'avertisseur. Donc ça sera un produit 5 pouces, un format d'ailleurs smartphone. Avec quel logiciel? Un GPS avec en plus la fonction Coyote, on va dire. Non, un Coyote avec en plus la fonction GPS. Voilà, quel logiciel de cartographie vous avez choisi? On a choisi ALK, donc qui est un cartographe californien. Donc aucun des deux gros, ni Navtex, ni l'autre. TomTom. Voilà. Donc on a pris ALK, voilà, et on va lancer ce produit-là toujours sur abonnement, donc avec le système Coyote d'abord, qui intègre une fonction navigation et cartographie à partir du mois d'avril. Vous l'aviez déjà dit ça? On l'avait déjà dit. Ce que je n'avais pas dit, par contre, c'est que le produit Oyo allait s'appeler Coyote à la carte à partir du mois de février, 9 février. Et ben voilà une info pour Genetech. Merci. L'autre perspective de développement de la marque, c'est à l'international. On a ouvert en 2013 l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Et on va ouvrir en 2014 l'Espagne. La loi est en train de changer en Espagne, donc on va ouvrir le service en Espagne. Très bien. Pierrick? Je voulais juste savoir si vous allez rester sur des boîtiers de couleur noire ou si là aussi en termes de marketing vous allez faire plusieurs couleurs. On n'est pas Apple avec l'iPhone 5S. Le doré est très à la mode en ce moment. Et le 5C, non, on va rester sur du produit noir qui est un produit très qualitatif, plutôt haut de gamme. Oui, donc tous nos futurs produits seront comme ça. Marc? Qu'est-ce qui empêcherait par exemple le fameux Apple plan d'ajouter une fonction de repérage de zones de danger? Rien du tout, d'ailleurs. Et si ça arrivait, ça serait pas problématique ça pour Coyote? Parce que, moi je me rappelle juste pour aller plus loin que quand Plan est sorti, ça a fait baisser de moitié le prix de TomTom sous forme d'appli. Moi, tout le monde critiquait en effet Apple, son logiciel, mais ça a permis quand même de baisser de moitié. La barrière d'entrée, c'est la communauté. Et en fait, ce que vous dites est technologiquement possible. Aujourd'hui, ce qui nous protège, Coyote, c'est qu'on a une communauté très importante, très attachée aux produits, addict aux produits, d'une part. Et ce qui nous protège aussi, étonnamment, c'est que c'est quand même un petit marché. Et que Apple, il opère plutôt sur des grands marchés globaux. Et que c'est un petit marché, pour l'instant français et belge, qu'on va développer en Europe. Donc on est encore un peu sous les radars d'un grand géant comme Apple. Et dans l'hypothèse même où Apple voudrait faire ça... Vous rachèterez. Il pourrait, ou en tout cas, il pourrait acheter notre service que nous lui fournirions en marque blanche, pourquoi pas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marc, Fanelli Isla. Bonne chance à Lords. Merci beaucoup. Didier Quillot, merci beaucoup d'avoir participé à Genetech. On était très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous reviendrez très bientôt, l'année prochaine, 2014. Allez, avec d'autres nouveautés pour Coyote. Pierrick?
Seigneur, Lords, pardon. Seigneur, on te retrouve Pierrick tous les mardis dans À quoi tu joues 21h et on se retrouve nous. Et la semaine prochaine, spécial Nintendo. Nintendo avec un invité très spécial aussi. Oui, Philippe Lavoué. Voilà, rien que ça. Merci beaucoup, à la semaine prochaine dans GenTech, 22h, 23h en direct et les programmes continuent sur Watch TV. Salut à tous.